Antenne de 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir, tout sur l'élection présidentielle. 24 heures après le verdict du premier tour, nous vous aiderons à mieux cerner le nouveau paysage politique. Le Front National joue les arbitres, Jacques Chirac tente de rassembler une droite éclatée, François Mitterrand doit mobiliser au-delà de la gauche. Chiffres, analyses et commentaires dans quelques instants. François Mitterrand demande l'annulation du premier tour en Nouvelle-Calédonie. Le candidat Mitterrand se fonde sur le fait qu'en raison des incidents, de nombreux bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir. Après 4 mois de hausse, baisse du chômage en mars, moins 1,8% le mois dernier. Le chômage a diminué de 4,7% en un an. John Demagnoc condamné à mort par pendaison. Pour le tribunal de Jérusalem, c'est bien lui, Ivan le Terrible, le bourreau de Treblinka. L'accusé a nié jusqu'au bout. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. Avant d'évoquer longuement le nouveau paysage politique qui semble se dessiner au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle, arrêtons-nous quelques instants sur les chiffres et les études comparatives 81-88 qui découlent directement des résultats d'hier soir. On a l'impression que la France n'est plus coupée en deux, mais en trois, avec d'un côté deux pôles modérés qui s'affrontent pour le pouvoir, et de l'autre un électorat qui manifeste clairement son rejet de la classe politique traditionnelle. Commentaire Pascal Deschamps, Roland Sicard. Avec 34,1% des voix, François Mitterrand améliore nettement son score de 1981. Lors de la précédente élection présidentielle, il totalisait 25,8% des voix. Jacques Chirac progresse légèrement. Avec 19,9% des suffrages, il améliore d'1,5 point son score de 1981. L'expérience de la cohabitation ne lui a pas permis de décoller. La famille UDF est en net recul. Raymond Barre totalise 16,5% des voix. En 1981, Valéry Giscard d'Estaing avait obtenu 28,3%. Jean-Marie Le Pen réalise la percée la plus spectaculaire avec 14,4% des voix. En 1981, il n'avait pu se présenter, faute d'avoir réuni les 500 signatures, et en 1974, il avait obtenu 0,7% des voix. Le vote communiste s'effondre. Avec 6,8% des voix, André Lajoigny obtient moins de la moitié des suffrages recueillis par Georges Marchais en 1981. Les écologistes maintiennent leur position, 3,8% des voix pour Antoine Wechter. En 1981, Brice Lalonde avait obtenu 3,9%. Pierre Juquin obtient 2,1%. Avec 2%, Arlette Laguiller est en recul. Elle avait réalisé un score de 2,3% il y a 7 ans. Enfin, Pierre Boussel, avec 0,4%, arrive en dernière position. Le rapport droite-gauche s'établit donc de la manière suivante. 50,8% pour la droite, si l'on additionne les voix de Jacques Chirac, Raymond Barre et Jean-Marie Le Pen. 45,4% pour la gauche, si l'on additionne les voix de François Mitterrand, André Lajoigny, Pierre Juquin, Arlette Laguiller et Pierre Boussel. Les écologistes totalisent 3,8%. Tout dépendra donc au second tour des reports de voix, et en particulier de celle de Jean-Marie Le Pen. Le total Barre-Chirac sans le Front National représente 36,4% des suffrages. Voilà, sachez encore que les chiffres officialisés tout à l'heure par le ministère de l'Intérieur sont à quelques décimales près ceux que nous vous donnions dès hier soir à 20h dans notre estimation BVA Antenne 2. Alors au-delà des résultats, arrêtons-nous quelques instants sur le ton et sur les arguments développés hier soir par les 4 candidats arrivés en tête du premier tour. François Mitterrand appelle au rassemblement, Jacques Chirac et Raymond Barre tablent sur la dynamique de l'union majoritaire. Quant à Jean-Marie Le Pen, qui compare son score à un tremblement de terre politique, je cite ses propos, il ne se prononcera que le 1er mai prochain. À vous tous, qui aimez et servez la France, j'exprime ma confiance. Nous avons devant nous de grandes tâches, le chantier de l'Europe, la cause de la paix. Françaises, Français, rassemblons-nous. Tous ceux qui, appartenant à la majorité, ont voté pour ces candidats, pour Raymond Barre et pour moi, marquant ainsi leur attachement à certaines valeurs, de liberté, de solidarité, de sécurité. Je compte qu'il défendra
les objectifs auxquels nous sommes particulièrement attachés, une société ouverte et tolérante qui refuse la xénophobie, le racisme et tous les extrémismes. À tous nos électeurs lucides et courageux, à tous ceux, dirigeants, militants et sympathisants, qui ont contribué à cette grande victoire de la France sur les tenants du déclin et de la décadence, j'apporte mon salut fraternel. Rien ne se fera plus en France sans, et a fortiori contre la volonté des électeurs du Front National. Avec effectivement 14,4% des suffrages, Jean-Marie Le Pen consacre l'ancrage du Front National dans le paysage politique français. Ils sont loin et oubliés les 0,74% enregistrés il y a 14 ans, dépassés également les bons scores obtenus à l'occasion des législatives de 86 et des européennes de 84. Le Front National nationalise son électorat en progressant sur l'ensemble de l'Hexagone. L'analyse de René Raymond. Il consolide d'abord ses positions traditionnelles. Mais il progresse presque moins qu'ailleurs, peut-être parce qu'il avait relativement fait le plein. Mais il se situe dans 8 départements entre 20 et 30%. Et il relie ses positions fortes dans un tissu relativement continu à l'est de la région parisienne. Curieusement, en effet, la France paraît partagée en deux, comme par le méridien de Paris ou par une ligne qui irait de l'embouchure de la Seine à celle du Rhône. Au nord ou à l'est de cette ligne, il a progressé, gagne de 10 à 20% des électeurs. En revanche, dans l'ouest, la Bretagne ou l'ouest intérieur, encore le sud-ouest, il se tient nettement au-dessous. Mais il a progressé. Même dans les départements où il avait les pourcentages les plus faibles, il a à peu près doublé la mise. Ajoutons à cela qu'il est fort surtout dans les villes, dans les banlieues des villes. Exemple, le département de la Seine-Saint-Denis, qui est celui où il a le plus gagné dans la région parisienne. S'il est vrai que c'est celui où il y avait sans doute le plus d'immigrés, mais aussi peut-être profite-t-il du vide laissé par le déclin ou le dépérissement du Parti communiste. Alors cette nouvelle carte électorale qui consacre la poussée du Front National, nous allons essayer de la cerner un peu mieux sur le terrain avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants. Première étape, le midi de la France. Jean-Marie Le Pen arrive en tête de la droite dans le Var, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône. On n'a jamais vu plutôt à Marseille où Jean-Marie Le Pen triomphe avec 28,34% des suffrages. Il devance largement les deux candidats de la majorité et bat même François Mitterrand de 2 points. Bref, le leader du Front National enfonce le clou dans une région où il avait déjà enregistré de très bons scores aux législatives. Un exemple, Marignane, où plus de 33% des électeurs ont choisi Jean-Marie Le Pen. Reportage Henri Bodiguel. Marignane, c'est d'abord une ville de 36 000 habitants, située en bordure de l'aéroport de Marseille. Mais c'est aussi au lendemain du premier tour des présidentielles, la ville où le Front National a réalisé son meilleur score en France, avec 33,77% de vote en faveur de Jean-Marie Le Pen, loin devant les autres formations. Un score qui mérite tout de même explication. Il y a dans notre population un fort pourcentage de familles rapatriées qui ont fixé leur destin à Marignane. D'autre part, que, évidemment, nous ressentons directement les effets de la cohabitation et qui, évidemment, ont des conséquences sur l'électorat. Et que, d'autre part, la section locale du Front National est parfaitement structurée avec des animateurs de qualité et qui font qu'ils ont réussi à faire passer les messages. Des messages qui, de toute façon, ne paraissent pas avoir bouleversé la vie des gens à Marignane. Nous sommes des Français, hein. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Restons-le. Ça m'ennuie pas d'habiter dans la ville, mais ça m'ennuie par rapport aux gens qui ont voté ça. Le score réalisé à Marignane par le Front National n'est pas un fait isolé. Les mêmes résultats ont été enregistrés à Marseille, Toulon ou Fréjus, et l'explication en paraît d'ailleurs toute simple pour les responsables du mouvement. Partout où le Parti communiste maintient son cap, c'est-à-dire celui du fond du gouffre, le Front National progresse à l'inverse, ce qui démontre que lorsqu'on cible bien son adversaire, on peut le conquérir. Reste maintenant à confirmer la stabilité de cet électorat. Le leader du Front National fait également des poussées et des percées très remarquées dans le Nord, le Pas-de-Calais, en Seine-Saint-Denis, on le disait tout à l'heure, en Alsace et dans des villes qui votent traditionnellement pour une droite beaucoup plus modérée. Voyons ce qui s'est passé à Lyon avec Claude Régent. Lyon où le candidat Barre a réalisé lui aussi une bonne performance. Raymond Barre a bien résisté dans sa terre d'élection.
À Lyon, il a devancé Jacques Chirac de 5 points. La fidélité de plus d'un quart des électeurs lyonnais incite l'ancien Premier ministre à maintenir une présence active dans la ville. Les 17% de l'extrême droite dans l'agglomération nourrissent les commentaires. Nous allons sur une montée du fascisme à l'heure actuelle, qui est évidente, et ça n'est pas beau. Le Pen. Alors pour quelle raison avez-vous voté Le Pen? On va faire prendre conscience au gouvernement actuel qu'il y a des problèmes. Déçu. Et je suis déçu parce que j'ai peur du report des voix de M. Barre sur M. Chirac, qui se fera sûrement pas à 100%. Je ne sais pas, mais pour Lyon, on souhaitait M. Barre, et ça n'a pas été M. Barre, voilà. Vous êtes très déçu? Non, pas très. Je ne suis pas tellement politique, vous savez. Moi, j'ai voté pour Mitterrand. Moi, je ne me gêne pas pour le dire. Moi aussi. Hein? Vous aussi, madame? Moi Je suis aussi. un gauchiste, moi, je le dis, franchement. Et c'est scandaleux de voir en France un type comme Le Pen arriver à ce score-là. Le président sortant est en tête dans l'agglomération, il profite des divisions de la droite. Mais les banlieues populaires sont à reconquérir pour la gauche. Les électeurs de Jean-Marie Le Pen seront sans doute les arbitres du second tour. Et la question essentielle posée à Jacques Chirac depuis hier soir est celle de son attitude à l'égard du Front National. Catégorique, Jacques Chirac a précisé aujourd'hui qu'il n'y aurait aucune négociation avec qui que ce soit entre les deux tours. Précision rappelée dès ce matin à l'hôtel Matignon, où ministre et secrétaire d'État s'étaient retrouvés autour du candidat Chirac. Le point avec Jean-Louis Le Sen. Ça va, oui ça va, mais ça pourrait aller mieux. Cette réflexion, on l'entend un peu partout depuis ce matin dans les milieux majoritaires. Autre réaction, version second tour, ce sera dur, mais c'est possible. L'ensemble du gouvernement, réuni en conseil de cabinet extraordinaire, a essayé de s'en convaincre et y a réussi, si l'on en croit Alain Juppé. Le gouvernement unanime a exprimé son total soutien à l'action de M. Jacques Chirac et sa confiance dans le succès du projet qu'il défend. Cet après-midi, après un déjeuner regroupant autour de Jacques Chirac son carré de fidèles, messieurs Balladur, Pasqua, Juppé et Toubon, nouvelle réunion au Sénat, cette fois du comité de liaison de la majorité, élargi au président Chaban-Delmas et Poher. Un signe, le Premier ministre candidat est arrivé en compagnie du bariste Mengri. Reclaquement de portière, ressourire un peu crispé, rejuppé. La victoire, comme je le disais en commençant, ça a été d'ailleurs le diagnostic de tous les participants à cette réunion, est tout à fait à la portée de Jacques Chirac. Les choses se joueront, et c'était prévu depuis le départ, à quelques dizaines ou centaines de milliers de voix près. Apparemment, toutes les voix comptent, puisque j'ai lu sur une dépêche qui vient de tomber que M. Mitterrand avait demandé l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle en Nouvelle-Calédonie. Vous voyez qu'on en est à quelques milliers de voix près. Une chose est sûre, fort du soutien de Raymond Barre et de l'UDF, Jacques Chirac a décidé de repartir en campagne de plus belle et sans attendre. 6 grands meetings régionaux, une réunion commune avec M. Barre à Bercy, une structure commune RPR-UDF, sans oublier le face-à-face avec François Mitterrand jeudi soir. Et oui, confirmation, on l'a appris aujourd'hui, Jacques Chirac a effectivement accepté le face-à-face télévisé avec François Mitterrand. Le face-à-face se déroulera effectivement jeudi prochain, le 28 avril. Je le disais à l'instant, intense activité dans les états-majors politiques. Après avoir confirmé leur soutien à la candidature de Jacques Chirac, les diverses composantes de l'UDF ont réuni leur bureau politique dans le courant de la journée. Olivier Lerner. Il ne faut pas se fier aux apparences. Le candidat est battu, l'état-major est abattu. Image type d'un directeur de campagne au lendemain d'une défaite importante. Est-ce que vous avez bien dormi, monsieur Metz? Pas très bien. Pas beaucoup et pas très bien. Je ne peux pas dire que je sois très gai. Image type d'un secrétaire général noyé dans son chagrin. Un mot sur le score de Jean-Marie Le Pen. Ça nous laisse un peu la gueule de bois ce matin. C'est pas un bon score pour la France. Image type d'un président soucieux de rassembler les voix égarées à gauche et à droite. On dit toutes les voix sont mal à prendre. Est-ce que M. Mitterrand rejette les voix qui vont vers lui, celles des communistes, celles des trotskistes et celles qui peuvent venir d'une fraction électorale de M. Le Pen? Non? Alors pourquoi me posez-vous cette question? Nerveux, fatigués, les chefs de file de l'UDF se sont pourtant penchés sans attendre sur les feuilles d'examen du professeur candidat recalé. Éthique, tactique pour le deuxième tour. Diverses opinions ont été répercutées dans ce couloir perdu au fond d'une cour. Valéry Giscard d'Estaing, le plus silencieux jusqu'à présent, sera sans doute le plus bavard en fin de semaine. L'UDF a perdu la bataille du premier tour, mais certains comptent bien se distinguer au cours des deuxième et troisième tours.
Le directeur de campagne du Front National, Bruno Maigret, s'est contenté de déclarer aujourd'hui, je cite, « C'est à Jacques Chirac de jouer, nous l'observons ». Fin de citation. Côté socialiste, peu de réactions. On note simplement que le président Mitterrand est parvenu à dépasser de 2 points le seuil atteint par le Parti socialiste en mars 86. L'ambiance au siège de l'état-major du candidat Mitterrand avec Véronique Saint-Olive. Avenue Franco-Russe, on est passé de la nuit au jour sans même se rendre compte. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec le soleil au cœur. Très heureux du résultat d'hier soir qui place François Mitterrand très largement en tête de tous les autres candidats. Et nous allons engager une campagne sereine, active et confiante. Mais au QG du candidat François Mitterrand, on ne dort pas sur ses lauriers. 15 jours pour dépasser la barre des 50%, 15 jours pour constituer une nouvelle majorité. Déjà, les publicitaires de la campagne cherchent le bon angle. La France Unie est en marche, c'est la France Unie est en marche. Ce serait encore mieux de le mettre partout. À l'ordre du jour, les 3 meetings de l'entre-deux tours et surtout, la préparation du débat avec Jacques Chirac. Le duel aura lieu jeudi prochain, ainsi que François Mitterrand l'avait demandé. Jacques Chirac s'est donc incliné. François Mitterrand, lui, sera tout juste rentré de Pointe-à-Pitre. Fatigué par le décalage horaire, avenue Franco-Russe, la question fait sourire. Oui, François Mitterrand a bien quitté Paris pour les Antilles cet après-midi. Il doit séjourner là-bas pendant 48 heures. Avant de partir, il a demandé l'annulation du premier tour de scrutin de l'élection présidentielle en Nouvelle-Calédonie. L'état-major de campagne de François Mitterrand a précisé que cette demande était formulée par le candidat et non pas par le président de la République. François Mitterrand se fonde sur le fait que de nombreux bureaux n'ont pas pu ouvrir sur le territoire. 38 étaient fermés sur 139. Je vous rappelle que sur place, Jacques Chirac est arrivé largement en tête avec plus de 74% des suffrages. Mais en Nouvelle-Calédonie, c'est la prise d'otage d'Ouvéa qui fait encore la une de l'actualité. 16 gendarmes sont toujours détenus en otage. Le point avec notre envoyé spécial, Dominique Thiers. Embarquement pour Ouvéa. Plus de 50 hommes sont partis ce matin sur l'île où restent encore détenus par les indépendantistes, 16 gendarmes. Combien de forces de l'ordre patrouillent en tribu? C'est presque un secret défense. Des gendarmes mobiles, l'infanterie de marine, l'élément de parachutistes de la gendarmerie, le GIGN, entre 300 et 400 personnes. Aujourd'hui encore, impossible de s'y rendre, Ouvéa reste une zone réservée aux militaires. La libération de 11 gendarmes, l'interpellation de 9 personnes, tel était sans doute l'ordre du jour des réunions de sécurité tenues au Haut-Commissariat en présence du ministre des Dom-Tom. Pour Bernard Ponce, pas de négociation. Il ne faut s'attendre, dit-il, à aucune faiblesse de la part du gouvernement. Il faut que tous ceux qui veulent utiliser la violence sachent que j'ai donné des instructions pour que tous ceux qui agresseraient les forces de l'ordre ou qui s'y livreraient à des actions de violence soient neutralisés. La gendarmerie a reçu l'ordre d'utiliser tous les moyens et en particulier de répondre aux armes par les armes. Avant de se rendre sur l'île d'Ouvéa, Bernard Ponce a visité ces 2 hommes, des gendarmes blessés dans la journée d'hier à Canala. Pour le ministre des Dom-Tom, seuls ces 2 endroits, Ouvéa et Canala, posent problème à l'état-major de la gendarmerie. Pourtant, il semble bien qu'en de nombreux points, la situation soit tendue. À Lifou, hier et aujourd'hui, de nombreux barrages indépendantistes ont été mis en place. Aussitôt dégagés par les forces de l'ordre, aussitôt reconstruits quelques mètres plus loin par les indépendantistes. Même stratégie sur la côte est et devant la tribu de Lifou, où des coups de feu ont été tirés tôt ce matin. Enfin, la mort d'une jeune mélanésienne de 18 ans, atteinte de plusieurs balles. Aucune information judiciaire n'est ouverte pour l'instant. Toutes ces images sont presque devenues banales aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Elles rappellent néanmoins étrangement celles d'il y a quelques années, 1984. Oui, j'ajoute que ce n'est pas la première fois qu'un candidat à la présidence de la République demande l'annulation du premier tour de scrutin. Déjà en 1965, François Mitterrand avait saisi le Conseil constitutionnel pour le vote dans l'ensemble des Dom-Tom, demande qui avait été rejetée faute de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien fondé. Alors Paul Amar, essayons de faire le point, ce n'est pas facile au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on peut avoir déjà une petite idée de la campagne qui va se dérouler maintenant? Oui, il y a un mot qu'on va entendre très souvent au cours de cette campagne du second tour, un mot à la fois magique et banal, destiné à galvaniser les foules, destiné à emporter la décision, ce mot rassembler. Il sera prononcé aussi bien par François Mitterrand que par Jacques Chirac. Mais rassembler qui? Et rassembler sur quoi? Les 2 vainqueurs du premier tour se sont sans doute posé la question dès hier soir, 20 h. Ont-ils trouvé la réponse pour autant? Pas sûr. François Mitterrand tout d'abord. Qui cherchera-t-il à rassembler? La gauche.
Forcément, ou plutôt les gauches. Imaginons qu'il y parvienne. Cela lui permettra-t-il de gagner? Non. Nous avons vu le total des voix tout à l'heure, 45,4 pour la gauche. C'est insuffisant. Il devra donc séduire d'autres électeurs. Où les trouvera-t-il? Au centre, évidemment. Donc, casse-tête pour lui. Comment convaincre le Marais sans désespérer Billancourt? L'alchimie n'est pas facile, il s'en est rendu compte avant le premier tour. Quant à Jacques Chirac, le dilemme est encore plus aigu. Qui cherchera-t-il, lui, à rassembler? La droite, forcément, ou plutôt les droites? Théoriquement, je veux dire arithmétiquement, il a une chance. Total des voix de droite, 50,85 points de plus que François Mitterrand. Mais l'arithmétique ne rime pas toujours avec la politique. Ce chiffre, 50,8, recouvre en fait une réalité tout à fait nouvelle. Il y a désormais presque un tiers d'électeurs qui n'ont voté ni pour Jacques Chirac, ni pour Raymond Barre, mais pour Jean-Marie Le Pen hier. Or, qu'attend-il de Jacques Chirac? Qu'il reconnaisse l'existence politique de Jean-Marie Le Pen, sa légitimité en quelque sorte, qu'il satisfasse ses conditions draconiennes sur l'immigration, le code de la nationalité ou le mode de scrutin. Si Jacques Chirac refuse de les entendre, ce qui est le cas aujourd'hui, il peut déjà imaginer le résultat du second tour. S'il devait en revanche exaucer leurs vœux, il aura une chance d'obtenir leur suffrage, mais alors d'autres électeurs de droite, du centre, se détourneront de lui et se tourneront vers un autre homme qui leur tend déjà la main, François Mitterrand. Merci Paul. Sachez encore qu'une majorité de téléspectateurs a voté Antenne 2 hier soir pour la soirée des résultats. 10 millions d'entre vous nous ont fait confiance. Nous espérons vous garder bien sûr pour le deuxième tour et pourquoi pas faire encore beaucoup mieux. Voyons maintenant comment les résultats du premier tour ont été perçus dans les principales capitales européennes. À Londres comme à Bonn et à Rome, je ne vous étonnerai pas, on est frappé par la percée du Front National. Le point avec les correspondants d'Antenne 2. Surprise de tous les quotidiens allemands face à la montée du Front National qui tient autant de place dans la presse que le score de François Mitterrand. Pour les journaux proches du ministère des Affaires étrangères, le vote pour Jean-Marie Le Pen n'exprime pas toutefois celui d'une frange néo-nazie, mais il inquiète. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'il y a tellement des électeurs en France qui donnent des votes à M. Le Pen. On ne peut pas le comparer avec quelques résultats régionaux en Allemagne ou par exemple à Brême ou en Bavière. On a reçu à peu près 5% des votes pour des partis extrêmes. Ce n'est pas comparable. C'est pour nous assez inquiétant. Donc pas de comparaison avec la montée d'autres partis politiques en Allemagne. La majorité des hommes politiques allemands voient surtout dans le score de Jean-Marie Le Pen un vote de protestation. À Londres, la presse analyse avec minutie les points forts du scrutin français. Une droite éclatée, Chirac qui fait un score décevant, Mitterrand en bonne position pour le deuxième tour et surtout Le Pen qui détient la clé de ce deuxième tour. Ici, la performance de Jean-Marie Le Pen a surpris dans un pays où le Front National reste très marginal. Il y a 10 ans peut-être, c'était beaucoup plus fort que maintenant, et maintenant ça n'existe presque pas en Angleterre. C'est-à-dire ça existe, mais avec très peu de votes dans les élections. Les bookmakers anglais donnent Mitterrand gagnant à 1 contre 8. Les éditorialistes aussi, même si leurs pronostics sont plus réservés. Jean-Marie Le Pen, 14,4%. Les Italiens n'en reviennent pas. Une triste nouveauté, titre le quotidien communiste l'Unità. L'élément le plus inquiétant de ce premier tour, affirme de son côté le très conservateur Giornale. De gauche à droite, tous les journaux italiens s'inquiètent de cette prime à la xénophobie donnée à Le Pen par un électeur français sur 7. Le candidat du Front National n'est pas un inconnu ici. En juin dernier, à l'occasion des élections législatives italiennes, il était venu soutenir ses amis du MSI de Giorgio Almirante, qui fut un proche collaborateur de Mussolini. Mais ici, les admirateurs du Duce sont en recul constant, moins de 7% des voix l'an dernier. Et aujourd'hui, 25 avril, on fête justement la libération du pays et la chute du vieux dictateur. Le tremblement de terre provoqué par Le Pen n'empêche pas toutefois la presse romaine de noter aussi l'effondrement du Parti communiste, le bon score du président sortant et la contre-performance de Jacques Chirac, qualifié de désastre par le Messaggero. Le reste de l'actualité en chiffres, les boursiers encaissent mal, semble-t-il, les scores décevants enregistrés hier soir par Jacques Chirac et Raymond Barre. Bilan, baisse de 1,7% aujourd'hui. Ce midi, l'indicateur de tendance était même tombé beaucoup plus bas, à moins 3%. Les élections n'y sont pour rien, mais le chiffre du chômage était en baisse, moins 1,8% en mars. Et en un an, le chômage aurait diminué de 4,7%. Vous avez une explication, Gérard Leclerc? Oui, il y en a même 3.
Premièrement, encore et toujours, le traitement social. Mars bat tous les records. 80 000 demandeurs d'emploi sont entrés en stage le mois dernier, presque 2 fois plus qu'il y a un an. Les TUC, les SIVP, les stages de réinsertion en alternance crèvent leur plafond. Parallèlement, les contrôles sont de plus en plus sévères. 70 000 personnes ont été radiées des listes de la NPE en mars. Deuxième raison, plus encourageante, si elle se confirmait, l'activité économique est plus soutenue, ce que corroborent les études de l'INSEE et bien sûr l'emploi en bénéficie. Enfin, l'amélioration a été amplifiée par des facteurs purement techniques, à savoir une panne d'ordinateur et les vacances de Pâques. Alors bien évidemment, à 15 jours du second tour, ces résultats n'échappent pas à la polémique. Philippe Séguin qualifie la baisse de sans précédent, tandis que le socialiste Michel Delebarre la juge non crédible. Alors pour se cantonner aux chiffres, on notera qu'en un an, le nombre des demandeurs d'emploi a diminué de 130 000, mais qu'il reste supérieur de 70 000 à ce qu'il était en mars 86. Merci. Les autres télégrammes d'actualité commentés par Isabelle Staes. 6 morts, 66 blessés dans le déraillement d'un train au Danemark. L'accident s'est produit ce matin sur une ligne régionale à 70 km de Copenhague. Le train était bondé en cette heure d'affluence. Les 8 wagons ont déraillé à la suite d'un changement de voie. Drame évité de justesse en Californie. Un avion de chasse américain rate un looping et s'écrase lors d'un meeting aérien. 150 000 spectateurs assistaient à la démonstration. Le pilote est sérieusement blessé. Le Portugal célèbre le 14e anniversaire de la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, ce mouvement initié par les généraux mettait fin à 40 ans de dictature salazariste. Homme fort de la révolution, le lieutenant-colonel Carvalho est emprisonné depuis 2 ans. À Jérusalem, John Demaniuk, l'un des bourreaux du camp de Treblinka en Pologne, a été condamné à mort aujourd'hui. Demaniuk est reconnu coupable de crimes contre l'humanité, de crimes contre le peuple juif et de crimes de guerre. À Jérusalem, commentaire de Charles Anderlin. Avant la sentence, l'accusé s'adresse une dernière fois à la cour. Il continue de nier toute culpabilité. Je reconnais qu'il y avait un bourreau à Treblinka, un bourreau surnommé Ivan le Terrible. Mais ce n'est pas moi. Dieu est mon témoin. Je suis innocent, innocent, innocent. Nous avons, au-delà de tout soupçon, reconnu en l'accusé Ivan le Terrible, l'homme qui à Treblinka, avec une cruauté inouïe, attaquait, torturait hommes, femmes et enfants, n'épargnait personne. Il est coupable de crimes contre l'humanité, de crimes contre le peuple juif. Nous le condamnons à mort. Le public, silencieux pendant des centaines d'audiences, ne contient plus son émotion. Sont ces petits, les petits Demaniuk ou Ivan le Terrible, les grands Eichmann n'auraient pas pu accomplir leur tâche entre guillemets. Donc un accusé ou un coupable comme Demaniuk est certainement aussi coupable qu'un Eichmann. La Cour suprême va examiner l'appel de Demaniuk. La procédure va durer plusieurs mois. Pratiquement au sprint, voici l'actualité sportive préparée par Jean Mamère. À travers 3 images fortes, Jean va nous parler de tennis, de surf et d'une discipline réservée aux amateurs de sensations fortes. Il faut être kamikaze pour faire ça. Regardez. Elle souffle, elle a Anne, mais Navratilova en blanc perd face à Chris Evert. Et lorsque Navratilova craque, elle craque bien. 2-7 sec, 6-0, 6-4 et match perdu sur une double faute. Dommage pour Navratilova, elle vient de perdre son pari de remporter 3 finales en 3 semaines. 45 secondes, c'est le temps minimum à tenir sur une vague pour espérer devenir champion du monde de surf. Apparemment évident. Moins lorsque l'on sait que sur la plage de Manly Beach en Australie, le plus petit rouleau proposé pour un départ est de 4 ou 5 mètres. Dans ces conditions, la notion d'équilibre devient relative. Rien ne sert de courir, il est donc important de bien partir, ce qu'a fait Jerry Leeds, un Américain. Un, 2, 3, ouais, go! Et c'est parti pour le grand plongeon de 180 mètres dans le vide des gorges du Verdon. Et le pire n'est pas de partir, paraît-il, mais de se sentir remonter sans retenue lorsque l'élastique est tendu à son maximum. Le saut est gratuit, les sensations assurées, seul le petit déjeuner n'est pas compris.
Pour le faire. Après ce journal, n'oubliez pas la séquence météo préparée par Laurent Cabrol qui est de retour. Dernier journal vers 23h30, il sera présenté par Aubry Edler. Demain, dès 6h45, vous retrouverez Roger Zabel et toute la joyeuse équipe de Télématin. À 7h45, Claude Maluret sera l'invité de Gérard Morin pour les 4 vérités. Je vous retrouve à 20h demain. Merci de votre fidélité et bonsoir.